Bonjour, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à ce deuxième webinaire de la Fondation du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je suis Joanne Duchesne, je suis la directrice des opérations à la Fondation du Musée et on vous souhaite la bienvenue ce soir pour notre webinaire visite de l'atelier d'une artiste formidable qu'on adore, qui est Jannick Deslauriers, qui est avec nous, que je vous présente dans une petite minute. D'abord, je voudrais remercier notre présentateur, le présentateur du Cercle des Anges, parce que ce webinaire-là, il vous est présenté dans le cadre des activités offertes au Cercle des Anges, qui sont des précieux donateurs qui soutiennent la mission, une mission très, très chère pour nous. Donc, les grandes expositions, bien sûr, qui font partie prédominante de notre programmation au Musée des Beaux-Arts et ils assurent aussi, ils contribuent à l'accessibilité aux familles en situation précaire. Donc, on les remercie beaucoup. Présentateur officiel, groupe Vaudinière-Provo, donc Anne-Lape Vaudinière, Yann Provo, merci infiniment. Je pense qu'ils sont avec nous ce soir. Merci à tous les donateurs du Cercle des Anges. Merci à notre comité exécutif spécialement parce qu'il travaille très fort bénévolement pour vous programmer là, des activités toute l'année. Donc, on les remercie chaleureusement, spécialement Jean-François Angzakowski et Andrea Dutescu-Vanacker, qui en sont les coprésidents. Alors, merci, merci. Je vous fais quelques rappels d'usage. D'abord, j'espère que vous avez tous commandé votre apéro chez Ambar. Vous avez fait la suggestion, mais c'est d'encourager les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, moi, j'ai le mien, Apéro to go. Ce soir ou pour d'autres soirs, vous le ferez. Ils livrent sur toute l'île de Montréal, puis sur la Rive-Sud et à l'île des Sœurs. Donc, on les remercie d'être avec nous. On a aussi, je vous rappelle, des technicalités d'usage de la plateforme. Quand vous vous prenez sur votre écran, vous voyez en bas de votre écran, il y a un Q&A, donc questions et réponses. On aimerait beaucoup, beaucoup que vous nous posiez des questions. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour l'interaction avec vous. Donc, on espère que vous alimenterez les questions à Jannick, à Daniel Liseau et Paul Hamelin qui sont avec nous, que je vous présenterai un peu plus tard. Et pour discuter entre vous, on vous suggère d'utiliser l'onglet chat. Donc, allez-y allègrement et conversez entre vous. Pour partir tout ça aussi, je vais lancer un petit sondage. On va vouloir savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous séduit quand vous découvrez des nouveaux artistes, comme ce soir peut-être. Peut-être certains d'entre vous découvrirez Jannick pour la première fois. Peut-être que pour d'autres, vous la connaissiez déjà parce qu'elle est exposée au musée et on a travaillé avec elle dans le passé. Mais on aimerait un peu avoir votre rétroaction sur cette question. Je lancerai ça dans quelques minutes. Alors, Jannick Deslauriers, à toi la parole. Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Et donc, je me présente, Jannick Deslauriers, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis une artiste en art visuel. Je fais de la sculpture textile essentiellement. Et peut-être pour vous donner quelques mots sur mon parcours, j'ai été diplômée de l'Université Concordia en art visuel en 2008. C'est lors de mon bac que j'ai développé du travail textile. J'ai rapidement commencé à travailler avec ce médium-là. En 2011, j'ai fait une exposition solo au Musée d'art de Joliette. Je fais des sauts, j'ai fait beaucoup de centres d'artistes, des expos de groupe en Europe et tout. J'ai fait un certain nombre de choses. Cette année, en fait, j'ai fait mon entrée dans la collection du Musée des Beaux-Arts. Et d'ailleurs, je remercie plusieurs personnes parmi vous parce que je sais que c'est grâce à vous si j'ai fait cette entrée-là dans le musée, dans la collection. Avec les deux pièces que vous avez sans doute vues dans l'invitation, l'appareil photo et la chaise roulante, qui sont des pièces quand même assez marquantes dans mon parcours. J'en parlerai peut-être un peu plus longuement tout à l'heure de ce travail-là. Et voilà, donc j'ai enseigné aussi pendant 12 ans au Cégep Marie-Victorin en art visuel et je m'apprête à l'automne à quitter Montréal pour aller faire ma maîtrise en sculpture à Yale aux États-Unis. Donc, merci beaucoup, Jannick, d'être avec nous ce soir. Merci, merci. Et peut-être nous dire deux mots, puis introduire, on a deux personnes très précieuses dans ta vie. Oui. Toi, personnellement, très précieuse au Musée des Beaux-Arts et dans la vie de bien d'autres artistes, je crois, et bien d'autres institutions, donc Daniel Liseau et Paul Hamelin. Qui sont-ils pour toi? Ah, c'est devenu des amis, en fait, je dirais ça d'abord. C'est des collectionneurs, des gens très impliqués dans le milieu de l'art ici à Montréal, au Québec même, je pourrais dire. Vraiment des gens extraordinaires, très engagés
auprès des artistes qui ne sont pas nécessairement connus, en fait. Puis c'est vraiment grâce à eux, en partie, que j'ai fait mon entrée au Musée des Beaux-Arts. Puis c'est vraiment des personnes qui me supportent dans tous mes projets. Là, d'ailleurs, on a plusieurs projets ensemble en suspens. Mais vraiment, des gens précieux dans un parcours d'artiste parce qu'ils suivent un pas. Je ne suis pas la seule, en fait. Ils sont souvent présents dans les open studios, dans les universités et tout. Donc, c'est vraiment des personnes extraordinaires pour des artistes émergents et je ne les remercierai jamais assez. C'est d'ailleurs des gens qui me suivent, qui me supportent dans mon projet d'études en ce moment pour partir aux États-Unis. Donc, ouais, Daniel et Paul, je pourrais les remercier longtemps. je les laisse présenter. Peut-être juste dire quelques mots sur vous, puis je sais que vous êtes des grands collectionneurs, puis des grands philanthropes qui accompagnent les artistes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça a commencé? Puis des fois, c'est plus simple que les gens s'imaginent. Donc, peut-être juste nous parler un petit peu de vous, que les gens puissent bien vous situer, ça alimentera les questions puis la discussion. Oui, dire quelques mots sur notre parcours. Mais c'est difficile de parler après tous les beaux mots que Jannick a dit. Mais nous, notre parcours a commencé il y a un peu plus de 10 ans qu'on s'est rencontrés. On était intéressés par l'art, chacun de notre côté, mais c'est vraiment qu'on s'est rencontrés où on a décidé de plus s'impliquer. On a commencé à visiter des galeries, à acheter des œuvres. On a commencé doucement. Les premières années, on achetait quelques œuvres par année. Depuis 7-8 ans, on est en mode plus supporter les artistes, acquérir des œuvres, aider à faire connaître des artistes via des acquisitions par les musées. Ça, on va probablement en parler un peu plus tard. Et puis, ça nous a apporté, ça vraiment enrichi nos vies, comme collectionneurs, évidemment, mais aussi le milieu des artistes, le milieu des galeries. Puis, la rencontre avec quelqu'un comme Jannick, ça a été enrichissant pour plusieurs aspects. Daniel, oui, c'est ça. On ne peut pas dire exactement quand est-ce qu'on a vraiment fait connaissance. Ça s'est fait un petit peu naturellement. Jannick était à la Galerie Armure, donc ça a dû commencer là, en visitant. On a commencé à voir ses œuvres. Le matérialité, comme personnellement, moi, ça me rejoignait beaucoup. Puis on voyait que c'était un travail vraiment original, différent, qu'on n'avait jamais vu. Puis toute la dualité qu'elle exprime là, entre la force, la solidité de ce qu'elle représente, puis la fragilité, la souplesse, la poésie du matériel, des dentelles qu'elle utilise. Donc, ça nous a tout de suite vraiment happés. Donc, c'est fascinant. Puis là, on a vu c'est qui, Jannick Deslauriers, on se croisait dans les différents vernissages. Puis, il y a quelques pièces qui nous attiraient. Puis, avant de faire une acquisition, il y avait quelque chose. Là, on a raté notre coup, on attendait. Puis là, je sais que je me rappelle vraiment, là, je passais devant Charmure, puis là, on a vu la pièce de l'ordinateur qui nous rejoint. Parce qu'on vient c'est l'ordinateur que vous avez. Alors là, je dis, OK, c'est celle-là. Puis là, on a fait notre première acquisition. Si vous voudrez voir un peu du travail de Jannick pendant qu'on se parle, ils peuvent aller jannickdeslauriers.com sur ta page web, c'est très facile à trouver. Puis sur ton Instagram aussi, Jannick, vous allez les voir, ces pièces-là. Donc, vous avez été séduit par les matériaux, dans le fond. Alors, on a pas mal de monde qui ont répondu déjà à notre petit sondage. Vous n'êtes pas tout seul. La plupart des gens ont répondu l'esthétique de l'œuvre et les matériaux utilisés. C'est ça qui les séduit de prime abord. Puis, l'originalité, le talent, bien sûr, le caractère engagé de la démarche aussi. Il y a quand même pas mal de monde qui ont répondu ça, mais le parcours professionnel, pas vraiment. Donc, c'est plus une histoire de cœur dans les gens qui sont avec nous, ce soir. Alors, peut-être, Jannick, les gens qui sont avec nous, ce qui les a fait rêver quand on les a invités, c'est qu'on leur a dit qu'on visiterait ton atelier. En fait, ton atelier, il est chez toi, puis tu as des œuvres, dont une très importante en préparation. Donc, peut-être qu'on peut te laisser aller d'emblée pour nous parler un peu. Elle est même accrochée derrière toi pour voir l'ampleur de l'œuvre. Je te passe la parole peut-être pour nous dire sur quoi tu travailles. En fait, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur
un conteneur de taille réelle, mais peut-être ce que je ferais avant d'entrer vraiment dans le travail qui est ici, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Si tu veux, Joanne, peut-être je montrerai aux personnes qui sont là des œuvres antérieures, parce que je sais que peut-être pas tout le monde connaît vraiment le travail. Et puis, il y a certaines pièces qui sont... Là, je pense que les gens voient... Oui, donc, OK, parfait. Parce que moi, je ne vois pas ce que tu montres en même temps que je parle. Bien. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est un édifice. Ça, c'est ma première œuvre textile, en fait, que je dirais, vraiment aboutie, là, qui rejoint un peu l'angle de ce que j'ai développé dans les dernières années. Donc, ça s'appelle Le fantôme de l'Hôtel Queen. J'ai eu tôt un intérêt pour le patrimoine architectural montréalais, évidemment. Et donc, cette pièce-là, c'est le fantôme d'un édifice qui a été démoli dans les années 70 au moment où ils ont fait la revitalisation du centre-ville à Montréal. Il y a beaucoup d'édifices historiques qui ont été démolis. Et donc, mon idée avec ce projet-là, c'est à partir de photos d'archives, de reconstruire le fantôme de l'édifice. Et ce que je voulais faire, ce que je n'ai pas fait parce que j'étais au bac à ce moment-là, puis bon, c'est compliqué de faire ce genre de truc, mais je voulais l'installer sur place où il était à l'époque pour le faire exister avec l'architecture actuelle. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de mon travail. L'idée, c'est, il y a le fantôme en fait, mais pour moi, le fantôme d'une architecture évoque nécessairement l'existence humaine, les vies passées dans ce cas-ci. Et ça a vraiment été le point de départ de mon travail. Puis ensuite, bon là, je fais un saut de comme 10-12 ans, mais dans les autres images que j'ai mis, il y a la voiture. Cette œuvre-là, le titre, c'est « 100 ans, souffle et linceul ». Et donc, ben là, c'est sûr que là, j'ai fait beaucoup de travail entre le building et la voiture, mais je ne vais pas vous montrer ça, vous irez par vous-même. Mais cette pièce-là, c'est vraiment une pièce, je dirais, charnière. C'est un point tournant dans mon travail. D'abord, elle est autoportante. C'est de taille réelle, donc c'est une pièce extrêmement imposante parce que c'est une voiture explosée, carbonisée, de taille réelle. Et c'est vraiment à partir de cette pièce-là où j'ai développé un travail sur la matérialité avec lequel je continue encore aujourd'hui. Donc, cette voiture-là, ce que c'est, au fond, c'est pas la reproduction d'un événement précis, mais c'est ce que j'ai imaginé après avoir regardé beaucoup d'images web de voitures accidentées, de voitures explosées. Ce qui m'intéressait, c'est un peu la fascination qu'on ressent lorsqu'on voit des images de catastrophes, d'une part, mais aussi d'évoquer encore la tragédie, la mort, le corps blessé, mais par des objets. Parce que j'ai fait beaucoup d'objets, puis vous l'aurez vu, là, entre autres la chaise roulante, l'appareil photo, donc des objets qui sont vraiment liés à nous par leur fonction. Donc la voiture, évidemment, se rapporte au corps humain parce qu'on doit la conduire. C'est vraiment des objets qu'on utilise. Et avec ce projet-là, bon, je pourrais en parler longtemps parce que c'est un projet qui est assez dense au niveau de l'idée, mais je ne vais pas faire ça parce que je ne vais pas vous faire un diaporama. C'est pas le but. Allons peut-être au bateau, Jannick, pour qu'on... J'arrive au bateau, c'est parfait. Donc, la voiture, je vous en reparlerai une autre fois si ça vous intéresse. Donc, après la voiture, j'ai fait le bateau parce qu'évidemment, dans mon travail, il y a la dimension du dessin qui est très importante. Et puis, le bateau, il y a vraiment un côté de dessin. Il y a un jeu dans mon travail entre le 2D et le 3D. Qui est créé en partie parce que les pièces sont toutes assemblées en pièces détachées. Ça commence en 2D avec des patrons de papier, vraiment comme lorsqu'on fait un vêtement. Dans le fond, tranquillement, pas vite, ça devient tridimensionnel. Et la ligne de dessin est très importante dans mon travail. Donc, ce bateau-là, qui est quand même volumineux, il n'est pas si gros si on se rapporte à l'objet réel. C'est vraiment le point de départ, c'est pour ça que je vous en parle, c'est le point de départ du conteneur que j'ai derrière moi ici à la maison. Donc, si Joanne, tu tournes les photos en ce moment, là, vous pouvez voir un peu le travail de détail. C'est ça, là, on voit, je viens de montrer la diapo très zoomée, là, on voit les petits... Oui, donc, vous pourrez aller voir ça une autre fois, mais ça donne une idée un peu du travail de détail parce que dans le travail que je fais, c'est vraiment une imitation de la réalité, en fait, parce que je ne reproduis jamais quelque chose en particulier. C'est toujours à partir de beaucoup d'images que j'ai regardées en ligne, je fais comme ma propre synthèse de ces objets-là, puis je les invente après. Une des raisons pour ça aussi, c'est la limite de la technique, c'est que je ne peux pas reproduire exactement les volumes de ces objets-là en couture, c'est un peu compliqué. Donc, c'est comme si j'essaie d'imiter la réalité avec mon travail. Et le bateau, c'est l'élément qui sera vu à l'horizon
dans le projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc, c'est un bateau cargo échoué avec les petits conteneurs qui sont en train de tomber du bateau. Et tranquillement, pas vite, ces conteneurs-là vont... Oui, j'en ai ici. Là, on entre dans mon atelier. Donc, ces petits conteneurs-là vont grossir dans l'espace jusqu'à devenir le conteneur de taille réelle que j'ai chez moi. Mais de les avoir comme ça me permet aussi de vous parler du pourquoi je fais des objets en petits. Ça me permet de penser les grands. Parce que c'est... Bien, entre autres, quand j'ai fait la voiture, c'était difficile de me dire okay, comment je fais. C'est trop gros, puis c'est difficile pour moi de vraiment déterminer la manière dont je vais le construire, faire la structure et tout. Donc, je l'ai fait en petit. D'ailleurs, la voiture, je l'ai faite un peu grande comme ça au départ. C'est vraiment une pièce miniature. Donc, j'ai fait la même chose avec le conteneur, en fait. Puis, ce qui est intéressant sur ces petites pièces-là, c'est que les détails sont vraiment suggérés, mais ne sont pas vraiment présents. C'est des formes assez simples, en fait. Et lorsque je le fais en grand, ben là, je dois ajouter énormément de détails pour que ce soit crédible. Et c'est pour ça que c'est si laborieux de faire les grosses pièces. Tout à l'heure, Jannick, tu as fait allusion au fait que l'œuvre était autoportante, la voiture. Puis ça, je pense que ça a été un grand défi au début. Hein? Oui. Est-ce que tu peux parler un peu? Parce que c'est intéressant pour les gens de comprendre, tu sais, c'est le type de matérialité avec laquelle tu travailles, puis pourquoi c'était tout un défi au début? Bien, en fait, tu sais, j'ai toujours travaillé avec le tissu. Au départ, mes sculptures étaient suspendues avec beaucoup de petits fils à coudre transparents. Puis à un moment donné, ça m'a fatiguée, ça. Je trouvais que sur le plan formel, c'était dérangeant parce qu'on sentait les points de suspension. Puis je voulais vraiment... Parce que je me disais, pour ressentir davantage l'illusion de l'objet un peu fantomatique qui flotte dans l'espace, c'est là, mais c'est pas là. Le fait d'avoir des points de suspension qui partent du plafond et qui sont quand même visibles au final, c'est un peu dérangeant. On dirait qu'on y croit moins au côté d'apparition. Donc, je me suis dit, OK, pour la voiture, il faut vraiment que ça se tienne tout seul, il faut vraiment que ce soit autoportant. J'ai galéré un peu parce que je ne suis pas soudeur de métier, évidemment. J'ai fait une structure de métal. Il est devenu par défaut. Non, je ne l'ai même pas soudé parce que je suis trop nulle avec ce truc-là. Je l'ai collé. En tout cas, je me suis trouvé ma solution. C'est ça qu'on fait souvent en art. Hein? On se trouve nos solutions. Il faut vraiment inventer selon ce qu'on a. Moi, je le fais beaucoup parce qu'en fait, il n'y a personne qui m'a appris à coudre des objets en tissu. Donc, c'est vraiment des techniques que j'ai dû inventer en cours de route. Et pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que la voiture, c'est autoportant. C'était un peu compliqué à faire. C'est la première grosse pièce aussi que j'ai faite, qui est aussi détaillée et pour laquelle j'ai travaillé l'intérieur puis l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est apparu aussi en cours de route dans mon travail. Au tout début, j'ai seulement une façade de quelque chose, puis à un moment donné, j'ai fini par faire l'intérieur aussi, qui est toujours endommagé. Les débris, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en tissu. Avant que tu entres dans le conteneur, peut-être j'ai une question pour Daniel et Paul, avant qu'on continue la visite de cette œuvre magistrale. Jannick, vous, est-ce que vous aviez déjà des œuvres en 3 dimensions, de la sculpture, tout ça, ou c'est un des trucs qui vous a fasciné dans le travail de Jannick? On commençait à s'intéresser à la sculpture suite à quelques visites à Armure où on nous avait, disons, fait prendre conscience que ce que ça pouvait apporter à notre environnement. Mm-hmm. Et puis, cette œuvre-là, bien, tantôt, on a parlé de la dualité. Cette œuvre-là, oui, l'œuvre dont on parlait tout à l'heure, l'ordinateur, nous a frappé parce qu'il y avait un côté aussi comme décomposition dans cette œuvre-là. Tu sais, c'est la technique du matériel qui est très raffinée, mais l'œuvre, elle représente aussi une partie de décomposition. Mais je retrouve ça dans les conteneurs, dans le bateau qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a un côté qui s'en va. Puis ça, bien, dans l'ordinateur, ça nous rejoignait parce que c'est une matière, c'est un sujet qui est amené à se décomposer. D'ailleurs, de part et d'autre, ce serait intéressant de dire quand on s'est questionné, Jannick, quand on a lancé l'invitation, on a dit spécialement reconnu pour ses sculptures en tissu. Je ne sais pas, du point de vue de Daniel et Paul et de ton point de vue à toi, c'est-tu correct de dire sculpture? Oui, non, ben oui, là, le type de tissu est en train de changer. Je fais des allers-retours, mais oui, je fais de la couture. Donc, mais je couds des drôles de choses des fois. Dans la voiture, il y avait du moustiquaire, du plastique, du plâtre. Je couds des trucs qu'on n'est pas trop censé passer sur la machine à coudre, là, mais
Ouais, on peut dire ça. Sculpture textile, je pense que ça le définit bien. Oui, mais en opposition à la sculpture, c'est vraiment sculpter des objets. Je me disais peut-être que ça peut faire réagir certaines personnes, mais en même temps, tu mets en place des objets autoportants, un peu comme un sculpteur le fait d'une autre façon. Ben, moi, en fait, la sculpture, il y a différentes approches. Moi, c'est vraiment un assemblage, en fait, parce que je fais des objets. Tout commence en 2D, c'est toutes des petites pièces. Puis tranquillement, pas vite, je les assemble. La voiture, c'était comme ça. J'ai commencé par faire les capes de roue, en fait. Puis après, les portes. Puis c'était tous des morceaux 2D. Puis à un moment donné, je me suis mis à les assembler. Puis c'est devenu tridimensionnel. Mais oui, c'est un assemblage. La sculpture. C'est de la sculpture parce que c'est 3D, je pense. C'est 3D, oui. C'est un volume, là. Ça occupe l'espace. Alors, derrière toi, un conteneur, peut-être, c'est ça, présente-le nous, puis parle-nous un peu de la démarche derrière ça et dans quoi ça va s'inscrire comme œuvre méga. Bon, c'est ce que je vous racontais un peu tout à l'heure. Donc, à partir du bateau qui est qui est échoué, les petits conteneurs déboulent un peu du bateau et puis ils vont grossir tranquillement dans l'espace. Ça, c'est l'esprit dessin de mon travail, donc de créer un effet de perspective dans l'espace, jusqu'à devenir le conteneur de taille réelle, duquel, à l'origine, je voulais qu'il s'échappe des corps, puis là, j'ai commencé à faire des corps, puis après, j'étais comme plus sûre. En tout cas, je suis en train de jongler avec ça, mais c'est un projet vraiment en processus qui est très long. En fait, ça fait plus qu'un an que je travaille là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours. J'ai une idée, je sais quelque chose, ça ne marche pas, je reviens. Hein? Bon, c'est toujours un peu comme ça dans mon travail. Mais cet objet-là s'en vient bien. En fait, là, j'ai fini la couture plate, comme j'appelle, parce que c'est toutes des... Quand tu es plus loin, Jannick, on perd un peu le son. Hein? Ah oui, donc il faut que mon individu mystère qui me filme me suive. Donc l'idée, c'est toutes des bandes, en fait, c'est cousu, c'est très répétitif à faire, mais là, j'ai fini tout ça. Donc l'objet, là, dans son entièreté, en ce moment, ça fait à peu près 20 pieds de long. Et là, je suis rendue à l'étape de le fragmenter dans l'espace parce que je me suis dit, en y réfléchissant, que c'était pas si intéressant d'avoir un gros cube dans l'espace, c'est un peu trop statique. Donc, je vais le briser davantage, il va être fragmenté, il va être éclaté dans l'espace et on pourra circuler à l'intérieur aussi. Puis je suis en train de travailler sur les débris. Mais c'est ça, ce que je suis en train de raconter tout à l'heure, c'est que le défi avec ces pièces-là, et la raison pour laquelle je les fais en petit, c'est aussi d'avoir le même genre d'effet. Parce que lorsque je fais une forme en petit, les lignes de dessin sont faites par la couture. C'est assez facile. Et quand j'arrive à quelque chose de plus grand comme ça, ben là, je veux avoir les contours noirs comme ça. Donc, sur celui-là, j'ai cousu des fils de laine au fur et à mesure que je faisais les morceaux. C'est ça qui fait que l'objet est vraiment dessiné dans l'espace. Puis après, ben là, évidemment, j'ajoute beaucoup plus de détails que sur les conteneurs miniatures que vous avez vus. Donc, il y a vraiment comme les petits boulons. Parce que c'est par l'ajout de détails qu'on a une impression de réalité dans mon travail. Donc, je viens faire là, Jannick, je t'interromps juste une petite seconde pour inviter. Vraiment, on a une centaine de personnes avec nous, mais gênez-vous pas là, pour nous poser des questions pendant que Jannick nous explique tout ça. C'est vraiment un exercice qu'on aime faire, répondre à vos interrogations. Donc, vous cliquez dans le bas de votre écran là, sur Q&A, puis vous pouvez nous envoyer une question. Ça va me faire plaisir de la relayer, soit à Jannick, soit à Daniel et Paul. Donc, je te laisse continuer, Jannick. Oui. Ben, donc, en fait, la réalité, c'est dans le détail qu'on le retrouve. Dans le détail. Et l'idée, bon là, au niveau de la ligne, puis comme je veux faire la forme endommagée, démolie, là, j'essaie de créer toutes sortes de matières, mais qui vont être plus grosses que des lignes de fil. Donc là, j'ai utilisé la laine, je l'ai trempée dans la cire. J'en ai des plus gros morceaux ici par terre. Et ce que je n'ai pas dit de la voiture, mais je vais vous le dire maintenant, dans le fond, je garde les débris aussi parce que ça me sert à un moment donné dans le processus. Mais ce que je fais pour imiter la texture de métal rouillé, là, de métal endommagé comme ça, c'est que je dois brûler le tissu. C'est quelque chose que j'ai découvert en faisant la voiture, justement. Donc, je travaille avec la neige puis une torche au gaz. Donc, c'est évidemment quelque chose que je peux seulement faire l'hiver. Mais quand j'ai eu terminé toutes les parois de tissu, tout l'assemblage des bandes comme ça, j'ai étendu les sections
à l'extérieur dans la neige. Puis j'ai couvert aussi partiellement de neige le tissu. Puis ensuite, je le brûle. Donc, j'arrive à... On va tasser le chat qui a l'air tout bien et qui dort. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à des textures. Pas trop loin, on perd. Donc, ce genre de détail. OK, je vais vraiment m'approcher du téléphone. Donc, c'est comme ça que j'arrive à avoir cette texture-là avec le feu puis la neige qui fond sur le tissu. Puis ça vient endommager vraiment la surface. Puis ça imite un peu la texture de métal rouillé qu'on a sur les conteneurs. Évidemment, là, je suis dans le noir et blanc parce que pour moi, c'est l'idée d'un dessin ou peut-être d'une photo noir et blanc, mais c'est vraiment pour venir imiter cette texture-là avec les couches de crinoline qui sont brûlées. Puis les images de la voiture que vous avez vues tout à l'heure, mais c'est exactement le même procédé que j'ai utilisé. On a une de nos participantes qui s'appelle Chloé Fleury qui déjà qui te fait un compliment, qui dit que tu as une très, très belle notion spatiale et un grand souci du détail. Puis elle demande si tu as un moment préféré dans la conception de tes œuvres. Un moment préféré, oui. Parce que je dois dire que c'est quand je fais l'assemblage. Y a-t-il une portion qui est une corvée? Comment? Y a-t-il une portion qui est une corvée, puis d'autres portions qui sont plus agréables? Oui, il y a une portion qui est vraiment une corvée. C'est quand je fais le début de la couture, c'est super répétitif, en fait. Puis dans ce cas-ci, c'est vraiment coudre des lignes, là, des bandes rectangulaires. Puis il y en a, je sais pas, là, comme 40 chaque côté, puis dessus. En tout cas, c'est super long. Ça, c'est la partie plate. Mais quand je le fais, je me dis, OK, à un moment donné, ça va devenir excitant parce que je vais assembler tout ça, puis ça va devenir un objet, puis là, je vais voir un peu la chose. Ça, c'est la partie que j'aime. Quand je commence à assembler, puis que ça devient réel, là, que ça prend forme dans l'espace. Mais il y a quelques heures de torture avant ça. C'est ça l'art aussi, hein? On se fait souffrir, puis à un moment donné, on a du fun. Enfin, dans mon cas, c'est comme ça. Jannick, je t'interromps. Je vois qu'il y a des gens qui demandent est-ce qu'il y a moyen de juste voir Jannick? Oui, vous pouvez. Quand vous promenez sur votre écran, dans le coin droit, en haut de l'écran, c'est marqué Speaker View et vous pouvez, quand vous cliquez sur un individu, le mettre en évidence. Donc, vous pourriez voir Jannick en plus grand, mais c'est vous, chacun d'entre vous à la maison qui devez... ça permet de voir le travail plus précisément, c'est ça. Oui. Et donc, bon, c'est ça pour le conteneur. Bien, je veux dire, je pourrais en parler plus, mais là, je veux qu'on passe au travers de tout ce qu'on a ici. Et donc, c'est ça, tout à l'heure, je vous parlais de l'idée des corps. Parce que c'est ça que je voulais dire, c'est quand on travaille dans l'atelier, c'est jamais une ligne droite. Là. On ne fait pas un projet, j'ai une idée, OK, je fais ça. Bon, peut-être qu'il y a des artistes qui travaillent comme ça, mais enfin, moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est beaucoup d'aller-retour. J'ai une idée, je sais quelque chose, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne, puis là, ça m'amène à autre chose. Et donc, j'avais cette idée des corps, et puis je suis comme un peu en train de jongler avec, mais je ne suis pas certaine, mais j'ai des gens qui traînent sous ma table. Les corps, peut-être dire, Jannick, parce que je pense qu'il y a certains participants qui t'ont vu au musée dans le cadre d'une présentation, nous expliquer qu'il y avait un lien peut-être même avec le bateau, le conteneur, puis là, des corps qui s'en échapperaient peut-être inspiré de tout ce dont on a été témoin d'assez triste là, sur la planète, de migration, de trafic humain, etc. Donc, est-ce que tu as encore de ça dans ta démarche, dans ton inspiration? Bien, oui, c'est sûr que c'est des trucs qui, tu sais, c'est des histoires qui m'habitent. Je pense que c'est difficile de ne pas être interpellé par ces histoires-là. Puis mon idée avec ce projet-là, bien évidemment, le conteneur comme moyen de transporter des marchandises de manière globale. Puis je voulais, j'ai comme cette idée de marchandises versus corps humain, parce que les personnes, c'est aussi les personnes qui fabriquent les marchandises qu'on transporte. Donc, il y avait un peu toutes ces idées-là dans mon projet. Puis j'avais envie de faire des corps qui avaient l'air des statues brisées. Enfin, mais là, ils traînent sous ma table, puis c'est un peu sur pause parce que je suis pas trop sûre qu'est-ce que je vais faire avec, mais je vous les montre quand même parce que c'est ça un atelier. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, puis des fois, on fait quelque chose, on le laisse là, ça se transforme plus tard, ça va revenir dans mon travail. Mais pour l'instant, je ne suis pas trop certaine. On dirait que j'aimais mieux l'idée des débris que des corps humains
Donc, ça évolue. Tout ça, c'est... Je vais faire un petit rappel aux participants. Je vois qu'il y en a qui posent des questions dans le chat. Si vous ne voulez pas que je manque vos questions, vraiment, allez les inscrire dans le Q&A. Là, je viens d'en voir, je vais les adresser, mais c'est important de les poser dans le questions et réponses, si vous voulez que ça se rende à moi. Donc oui, continue, Jannick. Puis là, tout ça t'a mené à d'autres travails aussi. Oui, bien c'est ça. En fait, je voulais vous montrer quelque chose. Bien, tu sais, ça a l'air d'une image un peu anodine, peut-être. Mais parce que je cherchais à un moment donné, mais c'est évident que dans mon travail, il y a beaucoup l'évocation du corps par les objets du quotidien que j'ai fait, le côté fantomatique, l'idée de l'apparition. Donc forcément, l'existence humaine fait partie de ce que je représente. Et puis, à un moment donné, j'essayais de me faire un patron pour avoir une base sur laquelle faire des volumes humains en tissu. Puis, j'ai fait une photo de ma fille parce que je l'avais emballée dans du papier d'aluminium. Ma fille est super cool, elle fait toujours partie de mes expériences. Mais je l'avais emballée dans du papier d'aluminium, puis ensuite, je l'ai pris en photo. En tout cas, j'aime beaucoup cette image-là parce qu'il y a, je sais pas, il y a l'idée de l'enveloppe, de l'empreinte, parce que j'ai pressé le papier d'aluminium sur elle, donc elle est là, mais elle n'est pas là. J'aimais beaucoup cette photo-là. Puis je sais que ça m'a mené au reste, en fait. Donc c'est pour ça que je vous la montre, parce que je trouve ça intéressant aussi. En sculpture, la matière est tellement importante, mais il y a beaucoup de recherche de matériaux qu'il faut faire avant d'aboutir. Et bon, cette image-là fait partie du reste que j'ai développé. Donc, de ce qui t'a inspiré. Béatrice en papier d'aluminium. Je vais faire sortir ma caméraman en dessous de la table pour qu'on aille voir le reste. Est-ce que, comme collectionneur, comme donateur, Daniel, Paul, on voit Jannick chez elle, j'imagine que vous êtes allé plusieurs fois lui rendre visite à son atelier. Est-ce que c'est important, cette relation-là, plus de proximité, voir dans quel contexte elle est installée pour travailler, etc.? Bien, c'est ça qu'on s'est rendu compte au fil des ans, qu'on approfondissait nos relations, que l'art, c'était pas juste des œuvres, qu'il y avait toute la dimension humaine derrière avec les artistes. Puis quand on approfondit aussi la relation, on a des affinités avec certaines personnes plus là, qui nous invitent, ça fait plaisir de partager ils sont toujours contents de parler de ça, sur quoi ils travaillent. Donc, d'avoir accès à ça, c'est sûr que ça ajoute vraiment une dimension aux œuvres éventuellement qu'on va peut-être acquérir ou juste de la relation, qu'on comprend mieux son travail, puis que ça... Oui, c'est un enrichissement. Oui, dans le niveau d'engagement, j'imagine, parce que quand on la visite chez elle, ben là, il y a une relation autre qui se développe, puis c'est pas du jour au lendemain qu'on se retrouve à accompagner une artiste, par exemple, à l'étranger, dans un projet d'acceptation à l'université ou quelque chose comme ça. Là. Ça se développe dans ce genre de moment-là. C'était pas comme quelque chose qui était planifié, mais que les choses se présentent. Puis, ça fait partie de nos vies maintenant. Ça fait quelque chose qu'on accueille, qu'on fait de place dans... Et pour toi, Jannick, est-ce que t'es contente quand les gens viennent chez toi voir ton travail? C'est intrusif? C'est intimidant? Non, moi, j'aime beaucoup accueillir les gens. Je veux dire, je veux accueillir les gens quand j'ai quelque chose à montrer, là, parce que des fois, tout ça a un peu l'air de rien. Donc, c'est un peu mieux quand le travail est avancé. Comme ça, les gens peuvent un peu mieux s'imaginer... Mais quoi que Daniel et Paul là, sont bons maintenant, je leur envoie juste des textes de début d'idée, puis ils suivent dans mon affaire, là, ils comprennent ce que je veux dire. Mais non, moi j'aime beaucoup accueillir les gens. Puis de toute façon, je côtoie beaucoup mes collègues, des amis artistes, on échange entre nous. Je trouve que c'est précieux ce rapport-là de montrer le travail en cours de route, puis d'avoir les avis de chacun. Ça aide à faire avancer aussi le travail. Des fois, quand on est en train de faire quelque chose, il y a des trucs qu'on ne voit pas tout de suite, puis tes amis peuvent les voir ou d'autres personnes portent attention à un détail qui t'avait échappé. Puis ça, ben, je trouve que c'est utile dans le processus. Donc non, c'est quelque chose que j'aime faire beaucoup, que je fais aussi de toute façon. Voilà. J'ai une question pour toi, Jannick, de Sarah, qui dit l'après-COVID-19, comment tu le vois? Puis est-ce que tu sens qu'il y a déjà quelque chose de ça que tu vas intégrer dans ta pratique? Est-ce que tu penses qu'il y aura une... Mais, oui, mais je vais y répondre tout à l'heure parce que là, je suis en train de faire un projet
Mais ça ne fera pas beaucoup de sens si je parle de ça maintenant parce que j'ai besoin que vous voyez d'autres choses pour le suivre, je pense. Parfait. Donc, on te suit. Est-ce qu'on peut passer à l'autre travail? Mais oui. On te suit. Vas-y, présente. OK, tu me suis. Non, mais je ne veux pas l'introduire. Je trouve que tu es vraiment la meilleure personne pour nous dire ce qui est en là. Merci. Donc, c'est ça, je suis en train de vous parler de l'idée de l'enveloppe, l'empreinte et tout. Et puis là, c'est drôle, j'ai développé du travail complètement différent, oui et non, de ce que j'ai fait par le passé. On va essayer de vous voler des punchs, mais dans le fond, c'est parce que j'ai fait les objets que j'ai faits, c'est des objets fantomatiques, c'est des objets qui évoquent une présence humaine, mais aussi, on a un peu l'impression de l'enveloppe de quelque chose qui s'est un peu dématérialisé. Et cette idée-là m'habitait beaucoup, puis là, je ne suis pas certaine exactement comment cette idée-là m'est venue en tête, mais j'ai voulu sceller du bois brûlé dans du plastique. Puis, ce que j'ai fait, ça, c'est juste un morceau de bois avec des clous. Puis ça, c'est du vinyle. Mais j'ai eu le flash, en fait, de faire un tableau. J'ai voulu travailler avec de la cendre, en fait, parce que, dans le fond, les objets que je fais, ça suggère la disparition de quelque chose. C'est un objet qui était là, mais qui n'est plus là. Le côté fantomatique, l'apparition évoque ça. Et puis, j'ai eu envie de pousser cette idée-là plus loin. Puis pour moi, la cendre, c'était très évocateur d'une disparition, justement, parce que c'est tout ce qui reste. D'ailleurs, ça, c'est le titre d'une autre œuvre que j'ai fait par le passé, mais c'est tout ce qui reste d'un objet. Ça a été consumé, incinéré. Puis tout ce qui nous reste, c'est de la cendre. Puis ça m'intéressait vraiment de travailler avec ça. Puis je n'étais pas trop certaine comment. Et j'ai eu l'idée l'image que j'avais, c'est de faire une couverture en vinyle plastique. Puis au lieu que ce soit une couverture embourrée avec de la plume, ça allait être embourré avec de la cendre. Et ça a donné ce tableau-là ici. Puis ça, c'est vraiment le point de départ de tout un autre corpus de travail. Puis là, en regardant de près, là, vous pouvez voir, c'est vraiment comme des compartiments qui sont remplis de cendre, puis qui sont tendus sur un tableau en velours noir. Et que j'ai brûlé aussi. Fait qu'il y a vraiment un jeu entre la brûlure vient sceller la cendre dans le plastique, parce que quand on brûle le vinyle, ça colle ensemble. Donc, c'est ça, c'est un tableau qui est comme un peu mélangeant quand on le regarde, parce qu'il y a une brûlure au centre, puis il y a de la cendre qui est comme emprisonnée dans les compartiments chaque côté, puis il y a les tubes. Ça, je pense que c'est ma manière de reprendre les fils qui pendent dans mes sculptures, mais avec des tubes de vinyle. Donc, j'ai comme connecté des tubes dans le tableau. Mais pour moi aussi, ça amène vers l'extérieur. Il y a la matière à l'intérieur du tableau, puis le tube de vinyle nous ramène à l'extérieur, à l'espace extérieur. C'est quelque chose sur quoi on peut se connecter. Enfin, ce tableau-là, il est vraiment arrivé super instinctivement. Là. Quand je l'ai fait, c'était vraiment comme une image précise que j'avais dans ma tête, la couverture remplie de cendre comme ça. Et à partir de ce tableau-là, c'est comme ça qu'est arrivé le fameux manteau que vous avez vu sur l'invitation pour ce soir, que j'ai ici dans l'atelier. Détail, ça. Donc, l'image que vous avez vue dans l'invitation, c'est moi qui porte ce manteau-là, que j'ai fait de la même manière que le tableau. En fait, c'est du vinyle, puis c'est rembourré de cendre, là, si vous voyez de plus près. C'est vraiment comme chacune des petites pochettes sont remplies de cendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit mon propre manteau d'hiver avec du vinyle, puis j'ai utilisé une machine qui permet de sceller. Vraiment, c'est pas des coutures, c'est vraiment fondu. En fait. C'est scellé, fait que la cendre est vraiment comme prisonnière des enveloppes de plastique. Puis c'est ça que vous avez vu sur la photo. Ce manteau-là, c'était vraiment un défi, en fait, parce que, ben, tu sais, il faut vous dire que quand j'ai commencé mes études en art, la première chose que j'ai voulu faire, c'est le design de mode. Puis j'ai fini par faire de la sculpture en tissu, là, pour faire une histoire courte. Et là, on dirait que le vêtement revient tranquillement pas vite. Donc, avec cette pièce-là, je voulais vraiment faire un manteau d'hiver que je peux porter, mais qui est en plastique puis en cendre. Donc là, avec
ce que vous pouvez voir d'évocation là-dedans. Mon ami Eddie Firmin, que je salue parce que je pense qu'il est avec nous ce soir, il m'a dit, c'est comme porter une fin. Puis je trouvais ça très beau. Je te remercie, Eddie, pour celle-là. Je la garde. Mais je trouvais ça beau comme manière de le décrire. Mais c'est vrai, c'est comme porter une fin parce que la cendre, c'est vraiment tout ce qui reste de quelque chose. Puis là, elle est emprisonnée dans un manteau que je porte. Donc, ce manteau-là, normalement, me protège, me réchauffe, mais je le porte aussi parce que c'est très lourd. Et la photo que vous voyez, là, ça a l'air beau, mais ça a été toute une aventure. Et aventure pour laquelle je remercie encore Daniel et Paul parce qu'on a fait cette photo-là à Saint-Paulin dans leur maison de campagne. Et puis, ça a été tout un défi de faire ça parce que je ne m'imaginais pas que c'était si compliqué de faire des photos à l'extérieur, dans 1 mètre de neige avec un manteau qui pèse, je ne sais pas combien ça pèse, mais c'est super lourd, ça me prend une chaîne pour l'accrocher de toute façon. Et puis il faisait froid aussi, donc ça a été très drôle cette aventure-là. Mais c'est un peu l'histoire de l'image que vous voyez. Donc le vêtement est comme en train d'entrer dans mon travail, mais aussi l'idée de l'enveloppe, parce que l'enveloppe, c'est présent dans les sculptures précédentes. Et dans ce cas-ci, c'est comme l'enveloppe de plastique qui contient quelque chose, une trace de quelque chose qui est disparu. Il y a quelque chose de la mémoire pour moi là-dedans, de l'objet qui s'est dissolu. Donc, c'est vraiment comme toutes des thématiques avec lesquelles je jongle en ce moment. Puis ce manteau-là, je l'ai tout rempli avec avec une petite cuillère aussi à l'intérieur. C'était vraiment... C'est pas habituel comme genre de travail, là, parce que c'est vraiment un nouveau procédé, mais j'ai tout fait l'assemblage de plastique, puis ensuite, j'ai fait comme des petits trous à l'intérieur, puis tout ça, c'est rempli avec la petite cuillère, donc toute la cendre, une petite cuillère à la fois dans le manteau. Combien de temps ça peut te prendre, Jannick, faire une œuvre comme ça? On a beaucoup de monde qui se pose la question. Bien, en fait, j'ai fait ça in extremis pour raconter l'histoire, c'est que j'ai fait ce manteau-là, j'avais l'idée, je voulais le faire et j'ai travaillé avec Vestec Pro, que je remercie d'ailleurs. C'est une compagnie qui est au Cégep Marie-Victorin où j'ai enseigné. Bien, je dis j'ai enseigné parce que je quitte pendant 12 ans, mais ils sont avec l'école de mode et ils ont des équipements spécialisés, dont la machine pour faire ce genre de couture-là. Et j'avais rendez-vous pour aller assembler le manteau le dernier jour avant que tout ferme, en fait, avant que les écoles ferment et puis qu'on soit placé en confinement. Et donc, j'ai dû faire l'assemblage en une journée, ce qui était un peu... ça a été vraiment intense parce que j'avais jamais vraiment fait de vêtements, encore moins des vêtements en plastique, encore moins en utilisant cette machine-là. Et donc, le matin, il y a eu la conférence de presse, on nous a annoncé que tout allait fermer. Puis je me suis dit, il faut que je fasse ça en une journée. Fait que j'ai réussi. Fait que ça, c'était une journée de travail. Puis après, ça a été 2-3 semaines de remplissage, peut-être, je sais pas. Puis ensuite, on a fait la photo que vous avez vue sur l'invitation. Mais ça, c'est vraiment du travail très, très frais. En fait, ça m'est venu aussi parce que lorsque je pensais appliquer pour la maîtrise, ben, j'avais déjà en tête un peu des nouvelles pistes. Je voulais développer une nouvelle recherche. Mais là, je m'y suis mise sérieusement parce que je devais présenter vraiment un projet de recherche à l'université. C'est comme ça que m'est venue cette idée-là. Donc, voilà, l'histoire du manteau, mais ça a été une belle aventure. J'aurais aimé vous montrer des photos du making-of, mais là, je ne pense pas qu'on va avoir le temps de passer au travers de tout ça. Vous verrez ça plus tard. Non, mais pas le making-of, mais peut-être que ça nous permet de faire un beau lien avec... tu mensonnais que ça s'est fait chez Daniel et Paul. Oui. Tu as remercié Eddie. Donc, je sais qu'il y a eu une petite expédition photoshoot, c'est ça. Il y a le temps pressé. Ça demandait l'intervention de gens qui te soutiennent autour. Peut-être Daniel, Paul, pour démystifier ça, c'est quoi des fois aider les artistes contemporains? C'est pas juste acheter et investir. Qu'est-ce que ça représente? Ça peut prendre vraiment différentes formes. Hein. Puis ça peut être quelque chose d'inatteignable. Par exemple, ça peut être faire une avance à un artiste sur une œuvre à venir. Ça peut être lui donner accès à des contacts, je pense que au fil des années, ça a vraiment été avec différents... tu sais, comme tantôt on a mentionné, mais Daniel a accompagné Jannick pour son entrevue à Yale. On parlait de ça encore cette semaine.
Et elle a fait ça parce qu'elle se rendait compte que Jannick avait quand même beaucoup à faire. Et puis se rendre là-bas, puis passer l'entrevue, tout ça. Elle tenait à lui enlever un stress. Je pense que c'est une façon... Oui, bien c'est plus, là, on était plus au niveau amical, là, parce que ça me faisait personnel plaisir, aussi. puis, Oui, ça, donc, là, mais avant ça, parce qu'on se dit, on peut pas juste comme acheter des œuvres puis remplir la maison, puis donc il faut à un moment donné penser à d'autres façons de soutenir les artistes. Donc, de ça, le soutien, bon, financier, souvent, c'est les moyens qui manquent. Et quand la maison est trop pleine ou les œuvres sont trop volumineuses, ben, on peut faire des partenariats avec des musées, comme vous le faites. Puis, oui, c'est ça. Les exhibitions dans les musées, je crois que c'est significatif dans les carrières d'artistes. Donc, favoriser le lien entre des institutions muséales et des artistes. En particulier pour un premier achat. C'est la première œuvre d'un artiste à un musée. Son entrée dans on a rencontré des gens pour les choses qu'on a fait, mais qui, eux, ils n'ont pas tellement de collections. Un couple qu'on a rencontré, eux, ils soutiennent des expositions dans des centres d'artistes. Donc, monter des expositions, faire des catalogues. Donc, ça prend plusieurs formes. On a parlé dans notre dernier webinaire aussi. Des fois, les gens ont la perception qu'il faut investir des grandes sommes d'argent. Il y a des œuvres aussi de tous les prix. Puis il y a plusieurs autres façons de soutenir, de faire sa part. Au musée, ben là, c'est un bon exemple. On est dans le cadre d'un événement du Cercle des Anges. Donc, la force du nombre, tous ces donateurs-là qui se regroupent ensemble, soutenir des artistes, des initiatives. Il y a plusieurs façons d'être là pour la scène culturelle artistique. Donc, bon, on en profite pour vous dire merci encore. J'ai des questions, Jannick, plein de questions. Oui. J'en ai une très qui demande beaucoup d'attention. OK, alors, on se lance là, puis on regarde si on y répond. Alors, bien que l'architectural ait toujours été présent dans ton travail, comme en attestent les fantômes de Montréal, le végétal et l'animal non humain, toujours dans son rapport à l'humain, prenaient une certaine place à une époque. Et puis, le construit est arrivé avec des objets en tissu plus concrets, qui rend la présence du vivant indirecte et implicite. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore cette dualité-là? Penses-tu encore au vivant non humain, notamment le végétal, dans tes projets? C'est quelqu'un qui te suit de près, mais je ne sais pas c'est qui. C'est anonyme. Le végétal. Ben, dans ce... Attends, je répète la finale. Penses-tu encore au vivant non humain, notamment le végétal, dans tes projets? Ben, oui. On a vu des corps, mais on n'a pas vu de végétal. Comment? On n'a pas vu de végétal. On a vu des corps, on a vu de l'humain, on a vu des objets. Donc, ben, pour vous assurer, la cendre, c'est pas de la cendre humaine, là, c'est de la cendre d'arbre. de cette question-là, donc merci d'y répondre. Quand même. Ah, tu avais cette question-là? Oui, c'est quel type de cendre, la question? Ah oui, non, ça serait trop bizarre. Non, franchement, je vais pas mettre des cendres de personnes dans mes sculptures. Non, je pense que ce serait mauvais pour le karma. Mais non, c'est de là. En fait, la cendre, ben oui, Daniel et Paul encore sont tellement impliqués. Incroyable. Mais la cendre qu'il y a dans mes projets actuellement, c'est du bois brûlé parce que au départ, j'ai demandé à mes parents de me garder toute la cendre de bois de chauffage de l'hiver. Et puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'en aurais pas assez. Puis Daniel et Paul se sont joints à la partie. Donc, eux aussi, ils m'ont ramassé toute la cendre de l'hiver. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent me ramasser leur cendre, je n'hésite pas, ça va me faire plaisir. Je ramasse tout ça. Et puis, c'était très drôle, en fait, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des tons de gris différents. Donc, mes parents, je me souviens pas des essences de bois qui brûlent, mais Daniel et Paul, c'est du bouleau, puis c'est plus pâle. Donc là, dans le manteau, peut-être que là, on le voit moins, mais je m'en suis servi pour faire comme l'encolure, puis les poignets sont ensemble plus clairs, le reste ensemble plus foncé. Donc, on fait du design de vêtements avec de la cendre ici, mais oui, ça, c'est du végétal. Pour ce qui est de la représentation de végétal comme tel, parce que, bon, là, ça remonte à loin. Là, je ne suis pas sûre que tout le monde aime ça. J'ai déjà fait des fleurs, j'ai déjà fait des champignons, j'ai déjà fait... ça, c'est un peu plus loin dans ma tête. Je ne suis pas certaine d'y revenir. Peut-être que l'évocation serait plus dans ce qui est ici, là, avec la cendre. Par rapport à la cendre, Jannick, il y a quelqu'un, Louise Baudouin, qui nous dit... qu'elle a été confrontée au deuil 2 fois depuis 3 ans.
Donc, ta démarche lui parle beaucoup, ça la touche. Elle demande... Oh, attends un petit peu, ça s'est déplacé. Faut que je la retrouve. Ah, ben là, je l'ai perdue. Donc, on va enchaîner avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle a été retirée. Comment tu décrirais ta démarche artistique? Mais je pense que la question de Mme Baudouin, c'était est-ce que la mort t'inspire dans tout Oui, ça? ben, beaucoup. Beaucoup, parce que ben, dans tout ça, je veux dire, ici, c'est comme porter une disparition dans le tableau aussi. Puis là, ben, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais parce qu'en fait, ce tableau-là, là, je suis en train de... Je réfléchis une série, en fait, de tableaux comme ça. Puis là, je suis en train de travailler sur celui-là ici, qui n'est pas terminé parce que je pense qu'il va peut-être être 2 ou 3 fois plus grand. Mais là, j'ai refait des petits sachets de perfusion qui sont remplis de cendres aussi. C'est très formel. Mais moi, dans ma tête, je pense affectueusement que c'est mon hommage à Eva S, peut-être. Parce que c'est très formel, en fait, puis c'est drôle. Mais moi-même, je me surprends d'être en train de faire ça. Mais je le fais quand même. Donc, ben oui, forcément, l'idée de la mort fait partie de mon travail. Là, je pense que ce serait de mentir de dire le contraire. Oui, ça c'est sûr. La trace, le passage, tout ça. Et qu'est-ce qui aurait inspiré tes premières œuvres au début de ta carrière, tu dirais? Chloé Fleury nous demande ça. Les premières... Bien, c'est sûr que c'est toujours un peu le même univers. Hein. Je pense que quand on travaille comme artiste, au fil du temps, je pense qu'on a des sujets de base, de départ. On a comme ces idées-là qui nous motivent. Au départ, là, à faire de l'art, les premières choses qui nous poussent à faire ça. Puis c'est des thématiques qui nous suivent tout le temps. C'est juste que je pense que le langage se complexifie et on additionne un peu des motifs, des symboles, mais c'est toujours un peu la même trame, si je peux dire ça comme ça. Et là, dans tes nouvelles séries, tu dis, bon, le tableau, là, tu nous montres une œuvre sur laquelle tu as travaillé, qui sont des sacs de perfusion. Tu dis peut-être que ça va prendre plus d'ampleur. Je sais que tu as fait d'autres sculptures. Je ne sais pas si tu voulais aller là dans ton atelier pour la suite aussi, en lien avec le milieu médical. Peut-être pour revenir sur notre question, est-ce que l'état actuel du monde et tout ce qui se passe avec la crise de la COVID t'inspire en ce moment? Ben oui. Non, bon, là, je vais pouvoir répondre à la question. Maintenant que je vous ai montré le vinyle puis les vêtements, là, vous allez un peu plus me suivre dans mon affaire. Parce que le vêtement m'est revenu en tête. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire le manteau parce que c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime faire. Je m'intéresse beaucoup au design de mode. C'est vraiment comme des sources d'inspiration, évidemment. Étant donné que je travaille le textile, la haute couture, tout ça, c'est vraiment des sources d'inspiration pour moi. Puis je suis assez à l'affût de ce qui se fait. Et je réfléchissais à la situation dans laquelle on était en ce moment, parce que je pense qu'on y réfléchit tous de toute manière. Puis ce qui se posait dans ma tête, c'est beaucoup on est isolés les uns les autres. Tu sais, la question du contact, comment est-ce qu'on entre en relation ensemble? Et là, c'est vraiment les débuts. Là, j'ai entamé un projet. Je pensais aussi à l'échange qu'on a entre artistes, parce que j'ai des amis artistes que j'aime beaucoup, qui m'inspirent. Puis j'aime beaucoup échanger des idées avec eux, donc je réfléchissais à ça aussi, à comment est-ce qu'on existe ensemble, comment est-ce qu'on interagit malgré le contexte actuel. Parce que je pense que le contexte actuel, c'est pas unique, c'est quelque chose qui est amené à se poursuivre peut-être d'une autre manière plus tard, mais c'est un sujet qui m'inspire en fait, comment on est isolés les uns les autres, même si on est ensemble. Et donc j'ai eu cette idée en ce moment de confectionner des vêtements sur mesure pour 6 de mes amis artistes qui, il y en a qui m'ont envoyé, il y en a d'autres qui vont m'envoyer bientôt leurs mesures corporelles. Puis je suis en train de faire des vêtements un peu de plastique parce qu'après la cendre, les objets qui contiennent de la cendre, j'ai envie de faire une structure architecturale qui contient des corps, si je peux dire ça comme ça. Et donc, ces amis-là ont généreusement accepté de me suivre dans mon idée. Donc là, je suis un peu là-dedans. Je suis en train de réfléchir à des vêtements sur mesure pour des... Mais je peux les nommer en plus parce qu'ils sont tellement cool. Je les aime beaucoup. Donc, il y a Caroline, Erzuli, alias Erzuli, Kevin Rameau, Moridja, Kitenge Banza, Eddie Firmin, Rajni Pereira et Cindy Phoenix, à qui j'ai demandé de... J'espère que j'ai oublié personne, non, je pense pas. Enfin, je leur ai demandé
collaborer avec moi là-dessus. En fait, de se prêter au jeu, d'accepter que je leur confectionne un vêtement sur mesure pour qu'on le porte ensemble ultérieurement. Mais là, je ne veux pas trop décrire le truc parce que de toute façon, vous n'allez pas figurer. Mais je suis dans cette idée-là de nous faire exister ensemble, même si ce n'est pas possible, puis d'évoquer un peu le partage qu'on a entre nous. c'est bien. Ouais. Donc, je réponds rapidement là, à sa question parce que je ne veux pas en dire trop. Une question un peu hors norme parce qu'elle m'est arrivée par une voie différente, mais ça me demande de reparler de l'inspiration d'Eva S., mais par rapport à peut-être quelque chose qui concerne Daniel et Paul. Quand tu dis que tu es inspirée par Eva S., oui. Là, j'ai un petit souffleur qui me dit « reparle de ça, reparle de ça ». Donc, est-ce que, Daniel, Paul, vous voyez cette inspiration-là ou… Ce qui m'a inspiré ça, c'est elle l'a mentionné, parce que c'est notre road trip à Yale qui me fait penser à ça. C'est qu'on j'ai eu le privilège en plus de visiter, on en a profité pour faire quelques visites de musées. Puis quand j'ai vu la fascination, là, quand Jannick va dire « Ah, des questions VS », elle était tellement enthousiaste, là, je voyais que ça venait vraiment OK, oui. Donc… Non, c'est vrai, on a une histoire d'Eva S., Daniel et moi, ensemble, parce que on fait ce road trip aux États-Unis. Je ne verrai jamais, d'ailleurs, c'était extraordinaire. Puis on a visité le Masmoka, la Dia Bacon, puis la galerie à Yale. Puis on a vu des pièces d'Eva S., puis là, j'étais comme super excitée. Fait que j'ai décidé de partager ça à Daniel. Parce qu'on a beaucoup d'inspiration comme artiste au fil du temps, mais Eva S., c'est vraiment une inspiration des débuts, en fait, de quand j'étais au cégep en art. Donc là, on retourne à 2000, 2001. Ouais, c'est comme une artiste que je revisite de temps à autre, comme plusieurs autres d'ailleurs, mais là, je la vois comme apparaître un peu dans mes trucs, je pense. Puis le fait de partager ça avec Daniel, peut-être, tu vois, ça te permet de le dire plus librement, puis de dire « Ah, j'en reviens pas que je dis ça », mais c'est vrai que c'est une inspiration. Je pense que c'est un peu là-dessus que Daniel voulait insister, peut-être. Peut-être, Jannick, tu nous as parlé d'une idée à travers des conceptions de vêtements là, qui serait la suite de ce que tu viens de faire avec le manteau. On a une participante qui nous pose la question, est-ce que tu aimerais ou est-ce que c'est prévu que tu fasses un shooting photo avec des magazines de mode? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages comme projet? Par rapport au projet que je viens de décrire? Là? Peu importe, c'est arrivé avant que tu nous parles de ça. Oui, non, il y a un shooting photo qui est prévu avec ça. Je ne veux pas trop en dire, j'ai presque peur que mes amis aient peur de moi. Mais non, ils savent pas. Je les trouve je me trouve choyée qu'ils aient accepté, en fait, de participer à mon projet. Là, je suis vraiment super contente. Mais oui, le vêtement collectif sera documenté en photo et à voir pour la suite, parce que là, c'est vraiment un projet en construction, donc c'est tout frais. Là. Je commence à travailler sur des dessins de patrons et tout ça. Je suis là-dedans. Mais oui, on va documenter ça en photo, c'est sûr. Il faudra trouver une manière de se réunir tous, mais ça va être dans quelques mois. Ça. Vous me laissez le temps de travailler, là, mais oui. Je vois l'heure qui file, puis je voudrais que tu nous montres d'autres pièces que tu as travaillées, mais je t'adresserai peut-être une dernière question. En tout cas, la matérialité cendre, ça interpelle beaucoup les gens. J'ai quelqu'un qui pose une question un peu plus personnelle, mais je pense qu'elle n'est pas dangereuse. Mais tu as déjà vécu un incendie. Est-ce qu'il y a derrière l'utilisation de la cendre l'expression d'un traumatisme que tu aurais vécu, par exemple, dans un incendie ou pas du tout? Non, j'ai jamais vécu d'incendie, mais la cendre est très évocatrice pour moi. De toutes sortes de manières que je pense que je ne vais pas raconter ça maintenant parce que là, on va partir, là, ça va être trop long. Mais oui, c'est une matière qui évoque beaucoup pour moi. Puis ça m'est apparu tellement instinctivement de toute façon que c'était drôle parce que quand j'ai pensé au début au tableau, je me suis dit, ouais, pourquoi je vais faire ça? C'est bien bizarre, tu sais, un tableau en plastique rembourré de cendre. J'ai aucune idée pourquoi ça m'était
arrivé dans la tête, là, cette idée-là. Puis je me suis dit, bon, ben si tu as cette image-là très, très forte, ça veut dire que tu dois le faire. Donc, je l'ai fait, puis ça m'a mené au manteau. Puis mais ouais, c'est une matière, je pense que c'est super instinctif, le corpus d'œuvres que je suis en train de développer en ce moment, là. Tu as parlé, du principe de fin, par rapport à ce qu'il t'a dit. Est-ce que, bon, c'est peut-être un lien maladroit, mais dans les musées, tu sais, on a toujours, nous, on parle de pérennité, on veut préserver ces trésors-là, ce patrimoine-là, le passé au suivant. Comment tu les vois vivre dans le temps, tes œuvres? Il y a une question de matérialité qui est un challenge incroyable pour, je pense, à mes collègues de la conservation. Là. Oui, je pense qu'il y aurait peur. Mais en fait, quand j'ai eu cette idée-là, c'est pour ça que, ben là, j'ai rien, mais quand j'ai fait mon petit truc, là, comme ça, c'est que je me suis dit, OK, je veux vraiment travailler avec de la cendre, avec du bois brûlé, mais je me suis dit, là, c'est impossible, ces matériaux-là, parce que ça se défait, puis ça fait de la poussière, puis ben, déjà, ça coule, c'est vraiment... Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une façon pour le sceller, pour que ça puisse se conserver. Puis les premiers tests, juste anecdote, là, mais j'ai fait ça avec un fer à cheveux, un fer plat à cheveux. Parce que je me suis dit, c'était logique pour moi, là, si je chauffe le vinyle, il va un peu se souder ensemble. Ça a fonctionné, en fait. Le tableau, je l'ai fait comme ça. Les petits sacs de perfusion, c'est fait comme ça. Le manteau, je l'ai fait avec une machine parce que là, je voulais vraiment avoir les coutures puis respecter aussi le matelassé là, du manteau pour que toutes les lignes arrivent bien. Et j'étais très contente de découvrir cette machine-là. Mais oui, au niveau de la conservation, la question est bonne. Si ça peut vous rassurer, le manteau, c'est vraiment scellé, en fait. Je suis contente d'avoir réussi à faire ça, mais non, la cendre ne s'échappe pas. Puis, c'est ce qui fait qu'il était si difficile à porter, c'est que j'ai choisi un vinyle qui est très, très épais. Donc, c'est comme un manteau de cuir neuf. Et donc, c'est très rigide à porter, mais ça fait en sorte que c'est durable, je pense. Parce que la cendre, une fois que quelque chose est brûlé, là, cette matière-là ne va plus changer, c'est assez stable. Le seul moment où ça a été un peu compliqué, c'est lorsqu'on faisait la photo à cause du froid. Mais ça, je m'y attendais. Parce que le plastique, dans le froid, ça gèle et puis ça casse. Donc, c'était un peu compliqué à documenter. Mais par chance, il ne faisait pas trop froid. J'aurais jamais pu faire cette photo-là à moins 20. Mais de toute façon, pieds nus dans la neige à moins 20, on essaie d'éviter là, autant que possible. C'était peut-être moins 2, quelque chose comme ça. Mais oui, ça l'a endommagé un petit peu. Je l'ai réparé par la suite. Mais c'est le froid qui est dangereux pour ces pièces-là parce que ça fait craquer le plastique. Sinon, ça se porte bien quand même. Yannick, on avait prévu 1 heure. On est déjà à 1h02. Je voulais te dire, est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, je pense qu'on peut se permettre de déborder un petit 5 minutes, mais je le sais. Oui, on peut faire un petit scoop, là. Parce que j'ai mis des petits édifices ici, qui seront présentés dans le papier virtuel de toute façon. Mais j'ai refait trois des édifices dans lesquels j'ai déjà habité. Puis c'est des petites structures architecturales comme ça qui sont démolies. C'est magnifique. En train de démolir. Tu as évoqué la foire papier qui aura lieu cette année de façon virtuelle. Nous, au musée, de venir à ta rencontre dans ton atelier, c'est une façon aussi d'inviter les gens qui sont comme toi, comme nous, pris chez eux à sortir un peu, puis à leur présenter toute la magie là, dont tu nous as parlé ce soir. On espère aussi que ça aura permis à certains d'entre eux de te découvrir, de continuer à te suivre. Félicitations, Jannick. Je le répète, peut-être que les gens n'ont pas accroché sur l'information, mais c'est une étape importante. Tu as été admise à la maîtrise de sculpture à Yale. Donc, tu quittes Montréal, mais on sait que tu vas revenir nous voir très souvent. Oui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Maintenant, le monde est petit, puis on le réalise de plus en plus avec toutes ces façons de se connecter, qu'on est capable de se voir quand même quand on ne peut pas se voir physiquement. Donc, on va continuer à te suivre de près au musée. Daniel, Liso, Paul Hamelin, merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé un peu une expérience de collectionneur. Merci de soutenir des artistes comme Jannick, de nous soutenir, nous, au musée, d'en inspirer d'autres. Vous êtes des ambassadeurs pour les artistes, mais vous êtes aussi des ambassadeurs pour
pour d'autres donateurs qui ont le goût de vous imiter. Oui. Dans le fond, vous êtes des Oui. leaders par l'exemple. Donc, Nous espérons inspirer. merci infiniment. Merci infiniment. Merci à tous les participants. La plupart d'entre vous, vous êtes membres, vous êtes donateurs. Donc, merci. On reçoit des beaux mots à chaque jour, nombreux beaux mots. Donc, sachez qu'on continue, on est là. Tous les employés réguliers du musée travaillent très fort pour produire des contenus intéressants, pour essayer de vous amener de la magie à la maison, comme je le disais. Merci à nos partenaires, présentateurs de soirée, le groupe Vaudinière Provo, Anne-Laure Vaudinière, Yann Provo. Merci au Ham-Bar. Commandez de la nourriture localement. Encouragez-les, eux aussi font partie de ceux qui souffrent en ce moment. Donc, le Ham-Bar, Philippe, toute l'équipe, merci infiniment. Merci à nos anges. Merci à l'équipe du musée qui nous laisse carte blanche et qui nous permet de faire ces webinaires-là. On les remercie, ils sont nombreux à collaborer avec nous. Puis une mention spéciale à mes acolytes proches, donc Valentine Infré, Chloé Martel et Anne-Isabelle Pronquet. Alors, on les remercie. C'est elles qui ont fait toute l'organisation technique, la programmation et tout. Donc, merci, merci. Jannick, bonne chance. Merci. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Ça m'a fait plaisir. Beaucoup de beaux mots sur le chat dans le Q&A qui disent merci à Jannick, c'est extrêmement touchant. Ils ont hâte de voir tout ça en vrai. Moi aussi. En vrai, bien installé. On te suit, on suivra ton travail, puis tes prochaines expositions. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Voilà.